À 62 ans, Mylène Farmer, cette figure insaisissable de la musique française, aurait enfin levé un coin du voile sur l'un des mystères les plus intrigants de sa carrière, les artistes qu'elle ne pouvait tout simplement pas supporter. C'est une confession qui étonne, car Farmer s'est toujours entourée d'un silence presque religieux, fuyant les interviews, cultivant les zones d'ombre et transformant ses chansons en énigmes. Pourtant, derrière la légende d'une femme qui vendait des stades sans jamais vraiment se montrer, il y avait aussi une personnalité complexe, marquée par la rivalité, les blessures et les incompréhensions. Depuis ses débuts fracassants avec Maman, à tort en 1984, jusqu'aux triomphes monumentaux de Libertine, Sans contrefaçon ou Désenchantée, Mylène Farmer s'est imposée comme la reine obscure de la pop française. Là où d'autres artistes choisissaient la lumière, elle optait pour la pénombre. Là où ses contemporains chantaient l'amour simple et radieux, elle préférait évoquer la mort, le sexe, la douleur, dans des mises en scène visuelles qui scandalisaient autant qu'elle fascinait. Ce contraste absolu faisait d'elle une figure à part, mais aussi une cible facile pour les comparaisons, les rivalités et parfois les jalousies. Car derrière le succès planétaire et les millions d'albums vendus, il y avait une guerre froide de l'industrie musicale. Chaque génération a ses reines. France Gall avant elle, Patricia Cass au même moment, Vanessa Paradis propulsée par la mode, Lara Fabian acclamée pour ses ballades puissantes, Zazie célébrée pour sa plume acérée, Hélène Segara adorée pour ses comédies musicales. Dans cet univers saturé d'étoiles, Farmer avançait seule, refusant toute appartenance à un clan, se méfiant des amitiés de façade et des alliances de circonstances. Alors, quand elle aurait admis, à l'âge de 62 ans, quels étaient les six noms qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, cela résonnait comme une révélation choc. Car il ne s'agissait pas seulement d'antipathie personnelle, mais d'un miroir tendu à toute une époque, celui des années 80 et 90, où les carrières féminines dans la musique française étaient construites sur des oppositions frontales, des comparaisons incessantes et un sexisme ambiant qui poussait les médias à dresser les artistes les unes contre les autres. Était-ce vraiment de la haine, ou plutôt une forme de rejet face à des figures trop différentes, trop proches ou trop envahissantes? Était-ce l'aveu d'une femme longtemps en retrait, qui trouvait enfin les mots pour nommer ses fantômes, ou bien une provocation de plus, signée Farmer, pour troubler le jeu et relancer le mythe? Une chose est sûre, cette confession marquait un tournant, car elle mettait en lumière ce que tout le monde pressentait sans jamais oser le dire. Patricia Cass, la rivale lumineuse de l'ombre Farmer, s'il y a bien une artiste qui a incarné la rivalité frontale avec Mylène Farmer à la fin des années 80 et durant toute la décennie 90, c'est Patricia Cass. Deux femmes, deux styles, deux univers diamétralement opposés, mais une même ambition, régner sur la scène musicale française. Là où Mylène Farmer imposait une esthétique gothique, froide et pleine de mystère, Patricia Cass offrait une chaleur vocale, une énergie populaire, une proximité immédiate avec son public. Et c'est précisément ce contraste qui a alimenté l'idée d'une opposition, parfois transformée en animosité. Patricia Cass, née en 1966 en Lorraine, et fait ses débuts dans les cabarets de province avant d'exploser en 1988 avec son premier album Mademoiselle chante. Le succès est fulgurant. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus, une tournée triomphale et la naissance d'une nouvelle idole de la chanson française. À peine 4 ans après que Farmer se soit imposée avec ses tubes et ses clips scandaleux, Cass venait occuper un autre créneau, celui de la chanson réaliste moderne, héritière d'Edith Piaf, mais réinventée avec une voix rauque et des accents pop. Très vite, la presse française raffole de cette comparaison, la reine sombre contre la reine lumineuse. Farmer, distante, rare, travaillant son image comme une œuvre d'art, Cass, accessible, spontanée, populaire dans tous les sens du terme. L'une attire par le mystère, l'autre par l'identification. Le public choisissait parfois son camp et les journalistes accentuaient cette rivalité en posant sans cesse la question « Qui incarne vraiment la France musicale des années 90 ?» Pour Farmer, cette mise en parallèle constante n'avait rien de neutre. Sa carrière était construite sur l'unicité, sur l'idée d'être une énigme, un mythe vivant. Au revoir Cass, se hisser au sommet, avec une image radicalement différente, pouvait être ressenti comme une menace. De plus, Patricia Cass s'exportait, Allemagne, Russie, pays de l'Est.
Elle était l'ambassadrice internationale de la chanson française au moment même où Farmer, malgré son immense popularité, restait davantage centré sur l'Hexagone. Cette différence d'envergure ne pouvait qu'attiser la jalousie. Il y a eu des anecdotes de coulisses, des techniciens, des producteurs, même des journalistes, racontaient que Mylène Farmer n'aimait pas qu'on évoque le nom de Patricia Cass en sa présence. Non pas parce qu'elle la détestait personnellement, mais parce que ce nom symbolisait une comparaison permanente, une sorte de miroir désagréable tendu à son propre succès. Patricia Cass, de son côté, a toujours minimisé la rivalité, affirmant qu'elle respectait le travail de Farmer, mais le mal était fait. Dans l'imaginaire collectif, les deux femmes étaient devenues deux pôles opposés de la chanson française. Alors, quand Mylène Farmer aurait révélé à 62 ans que Patricia Cass faisait partie des 6 artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, ce n'était pas une surprise totale. C'était même une confirmation tardive d'un ressentiment ancien, une façon de dire « oui, il y a eu rivalité, oui, cette comparaison forcée m'a blessé ». Et au fond peut être qu'aucune des deux n'a jamais vraiment voulu de cette guerre. Mais elle est restée comme une cicatrice dans l'histoire musicale de la France des années 80 et 90. Vanessa Paradis, l'enfant prodige qui agaçait Farmer. En 1987, la France découvre une adolescente de 14 ans qui allait bousculer la scène musicale, Vanessa Paradis. Avec son tube Joe le Taxi, elle devient en quelques mois une star planétaire, occupant les plateaux télé, les unes de magazines et incarnant une jeunesse fraîche, insouciante, presque candide. Pour beaucoup, elle symbolise l'antithèse parfaite de Mylène Farmer. D'un côté, une femme de 25 ans, déjà marquée par une esthétique sombre, des textes troubles et des vidéos sulfureuses. De l'autre, une enfant star, souriante, pétillante et propulsée au rang d'icône avant même d'avoir terminé l'adolescence. Ce contraste frappa immédiatement l'opinion publique. Là où Farmer cultivait l'absence et la rareté, Paradis se multipliait à l'écran et sur scène. Là où l'une bâtissait une carrière sur la provocation intellectuelle, l'autre séduisait par une simplicité désarmante. Les médias s'emparèrent du duel, Vanessa, l'innocence, Mylène, la transgression. Et même si les deux artistes n'ont jamais eu de conflit ouvert, il flottait dans l'air une tension implicite, comme si l'ascension fulgurante de l'adolescente volait un peu de lumière à la diva gothique. Pour Farmer, cette célébrité instantanée pouvait être ressentie comme une injustice. Elle, qui avait travaillé son image au millimètre, créé des univers visuels complexes et choqué l'opinion pour exister, voyait une gamine devenir l'idole de toute une génération avec une chanson légère sur un chauffeur de taxi. Derrière son mutisme habituel, certains proches rapportaient une irritation, une méfiance face à cette réussite fulgurante et, selon elle, artificielle. Avec les années, Vanessa Paradis a confirmé son statut. Elle s'est imposée aussi bien dans la musique que dans le cinéma, devenant une figure incontournable des années 90, et sa relation médiatisée avec Johnny Depp a ajouté une dimension hollywoodienne à son image. Pendant ce temps, Farmer restait fidèle à son univers, mais devait supporter que les médias continuent de comparer leur parcours, la star mondiale enfant chéri contre la star nationale diva obscure. On racontait que lors de certaines cérémonies, Farmer évitait soigneusement tout contact avec Paradis. Elle ne la mentionnait jamais, et les rares fois où on l'interrogeait sur elle, elle esquivait d'un sourire froid. Il n'y avait pas d'insultes, pas d'attaque publique, juste un silence qui en disait long. Car pour Farmer, Vanessa Paradis représentait probablement ce qu'elle détestait le plus, l'évidence d'un succès instantané, la célébrité offerte sur un plateau, sans la douleur, les cicatrices ni le travail acharné qui avait façonné son propre mythe. Alors, lorsque Mylène Farmer aurait révélé que Vanessa Paradis faisait partie des 6 artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, le public y vit une forme de confirmation. Derrière l'énigme Farmer, il y avait bien une femme blessée par les injustices de l'industrie et par l'irritante légèreté d'une rivale trop jeune, trop lisse, trop parfaite pour être vraie. Lara Fabian, la diva des ballades qui irritait Farmer. À la fin des années 90, une nouvelle voix s'imposa dans la chanson francophone, Lara Fabian. Originaire de Belgique et formée au chant classique, elle explosa sur la scène internationale avec des ballades puissantes comme « Je t'aime » 1996 et Adagio 1999. Sa voix ample, vibrante, capable d'atteindre des notes vertigineuses, séduisit immédiatement un large public. En quelques années,
Lara Fabian devint une sorte de Céline Dion francophone, cumulant les disques de platine et remplissant des salles immenses. Pour Mylène Farmer, cette arrivée fut vécue comme une sorte de défi. Farmer, la reine de l'ombre, avait bâti sa légende sur une approche conceptuelle, visuelle et poétique. Son chant, parfois fragile, murmurant, n'était pas celui d'une virtuose, mais plutôt d'une interprète qui jouait sur la sensibilité et le mystère. Lara Fabian, à l'inverse, incarnait la puissance vocale pure, la performance scénique, l'émotion à fleur de peau, livrée sans filtre. Là où Farmer séduisait par le non-dit, Fabian captivait par l'excès de sentiment. Et cette opposition radicale ne pouvait que nourrir une antipathie mutuelle. Les médias, comme toujours, alimentèrent le duel. La voix contre le silence titraient certains journaux, opposant la générosité démonstrative de Fabian à l'austérité artistique de Farmer. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Farmer détestait être comparée à cette diva vocale, car elle voyait en elle un danger pour son hégémonie. Les fans eux-mêmes entraient dans le jeu, deux camps se dessinaient, les passionnés des envolées lyriques de Fabian et les fidèles de l'univers gothique de Farmer. Un autre élément contribua à la tension. Lara Fabian réussit à percer au Canada et dans d'autres pays francophones, ce que Farmer n'avait jamais vraiment accompli, malgré sa notoriété en France et en Russie. Fabian était perçu comme plus universel, plus accessible, et cela pouvait froisser l'ego d'une artiste comme Farmer, qui revendiquait sa singularité, mais craignait aussi de voir son influence diluée. Dans les coulisses, on rapportait que Mylène Farmer refusait catégoriquement toute collaboration ou rapprochement avec Lara Fabian. Pour elle, la chanteuse belge représentait une vision de la musique à l'opposé de la sienne, commerciale, larmoyante, appuyée sur une virtuosité technique qui laissait peu de place à l'imaginaire. Farmer, elle, préférait le doute, l'ambiguïté, l'implicite. Alors, lorsqu'à 62 ans, Mylène Farmer plaça le nom de Lara Fabian parmi les 6 artistes qu'elle ne pouvait voir en peinture, cela apparaissait comme une évidence. Ce n'était pas tant un rejet personnel qu'un rejet artistique, presque philosophique, l'opposition entre deux visions irréconciliables de la chanson française. L'une brillante, éclatante, tournée vers l'extérieur, l'autre sombre, introspective, enfermée dans ses labyrinthes intérieurs. Et entre ces deux mondes, il n'y avait jamais eu de pont possible. Hélène Ségara, la voix des comédies musicales que Farmer ne supportait pas, à la fin des années 90, un phénomène balaya la scène française, le triomphe des comédies musicales. Et parmi toutes les voix qui émergèrent de ce mouvement, celle d'Hélène Ségara fut sans doute la plus marquante. Avec le rôle bouleversant d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, 1998, elle devint en quelques mois une star nationale. Sa voix claire, puissante mais chaleureuse, son image douce et rassurante séduisirent un public immense. Très vite, Ségara s'imposa comme l'une des chanteuses préférées des Français, multipliant les albums à succès dans la foulée de cette aventure musicale. Pour Mylène Farmer, cette popularité soudaine avait quelque chose d'irritant. Elle, qui avait dû bâtir sa carrière pas à pas, dans la provocation, l'audace et l'excès, voyait Ségara conquérir le cœur du public grâce à une production de masse, un spectacle populaire taillé pour tous les âges. Farmer, l'icône mystérieuse, élitiste presque, ne pouvait que ressentir une forme de mépris face à cette réussite jugée trop facile, trop consensuelle. La comparaison entre les deux femmes, bien que moins directe que celle avec Patricia Cass ou Vanessa Paradis, se glissa pourtant dans les colonnes de la presse. Certains parlaient de Ségara comme de l'anti-Farmer, une chanteuse de lumière, rassurante, en opposition totale avec les ténèbres et les ambiguïtés de Mylène. Là où Farmer chantait la douleur, la mort et les abîmes de l'âme humaine, Ségara évoquait l'amour, l'espérance et la tendresse. Deux visions irréconciliables de la chanson et deux publics presque hermétiques l'un à l'autre. Il y avait aussi un aspect générationnel. Hélène Ségara séduisait les familles, les adolescents, un public large et varié. Farmer, elle, gardait son aura auprès des fans passionnés, presque sectaires, qui venaient la voir comme on va à une messe sombre. Cette différence d'audience creusait un fossé supplémentaire. Pour Farmer, Ségara représentait une forme de menace symbolique, celle d'une musique populaire qui, par sa force de frappe, pouvait occulter son univers plus marginal. Des proches de l'industrie ont rapporté que Farmer ne cachait pas son agacement lorsqu'on mentionnait Notre-Dame de Paris en sa présence. Non pas qu'elle dénigrait le talent de Ségara,
mais parce qu'elle voyait dans ce succès un contre-modèle, une façon de faire de la musique qui lui semblait à l'opposé de son art. Farmer cherchait le trouble, la provocation, la fascination. Ségara incarnait la clarté, la douceur, la simplicité. Alors, lorsque Mylène Farmer aurait déclaré que Hélène Ségara figurait parmi les 6 artistes qu'elle ne pouvait voir en peinture, cela résonnait comme une vérité implicite. Derrière cette antipathie, il y avait moins une rivalité personnelle qu'un rejet esthétique, presque instinctif. Car pour Farmer, l'art devait déranger. Et Hélène Ségara, en devenant la voix rassurante d'une génération, représentait exactement ce que Farmer refusait d'être, accessible, lumineuse et consensuelle. Zazie, la plume ironique face à la noirceur Farmer, au milieu des années 90, alors que la scène française cherchait à se renouveler, une voix singulière fit son apparition, celle de Zazie, de son vrai nom Isabelle, de Truchis de Varennes. Ancienne mannequin reconvertie en auteure-compositrice-interprète, elle séduisit rapidement avec un style pop-rock à la fois léger et caustique. Ses textes, remplis de jeux de mots, d'ironie et de critiques sociales, tranchèrent avec la gravité dramatique de ses contemporains. Avec des albums comme Zen, 1995, ou Made in Love, 1998, elle devint une figure incontournable de la chanson française moderne. Pour Mylène Farmer, Zazie représentait tout ce qu'elle n'était pas, et tout ce qu'elle n'aimait pas. Là où Farmer cultivait le secret, l'ambiguïté et le tragique, Zazie pratiquait l'humour, la distance, le clin d'œil. Là où Farmer fascinait par ses silences et ses allusions cryptiques, Zazie attaquait de front avec un langage clair et souvent moqueur. 2 visions irréconciliables de la chanson française, l'une mystique et sombre, l'autre ironique et lumineuse. Très vite, les médias opposèrent les 2 femmes. L'énigme contre la plume, pouvait-on lire? Farmer apparaissait comme une prêtresse gothique, Zazie comme une observatrice de son époque, capable de transformer les absurdités du quotidien en refrains accrocheurs. Ce contraste frappa d'autant plus que les 2 attirèrent un public fidèle, mais diamétralement différent. Farmer avait ses fans passionnés, presque dévots. Zazie séduisait les esprits critiques, les amateurs de jeux de mots et d'autodérision. Les coulisses rapportaient que Mylène Farmer n'appréciait pas la manière dont Zazie abordait la musique. Elle voyait dans son humour une forme de superficialité, une trahison de la profondeur que, selon elle, une chanson devait porter. Plus encore, Farmer aurait été irritée par le fait que Zazie, en tant qu'auteure-compositrice, recevait une reconnaissance pour ses textes, une reconnaissance que Farmer, souvent accusé de s'appuyer sur Laurent Boutonnat pour son écriture, avait parfois du mal à obtenir. Une autre source d'antipathie venait de la posture médiatique. Alors que Farmer fuyait les interviews et cultivait le mystère, Zazie aimait le jeu médiatique, les discussions, les débats publics. Cette aisance devant les caméras renforçait le contraste entre elles et pouvait éveiller chez Farmer une forme de rejet instinctif. Ainsi, lorsque Mylène Farmer inclut le nom de Zazie dans la liste des 6 artistes qu'elle ne pouvait voir en peinture, cela fit sourire plus qu'étonner. C'était la confirmation que, pour Farmer, l'humour et l'ironie n'avaient pas leur place dans l'art qu'elle concevait. Zazie, avec sa légèreté apparente et sa plume acérée, représentait tout ce qu'elle refusait d'incarner, une artiste qui riait de la vie, quand elle, Farmer, préférait en explorer les ombres. France Gall, l'icône d'une autre époque, héritage encombrant pour Farmer. Quand on parle de la chanson française, impossible d'oublier France Gall. Muse de Michel Berger, icône des années 60 à 80, elle a incarné plusieurs générations avec des succès intemporels comme Poupée de cire, Poupée de son, 1965, et là, elle l'a, 1987, ou Résiste, 1981. Pour beaucoup, elle représentait une certaine idée de la chanson populaire, simple, solaire, immédiatement accessible. À la fin des années 80, France Gall était déjà une légende vivante, une femme dont la voix et les chansons avaient accompagné les Français durant 3 décennies. Pour Mylène Farmer, cette figure pouvait apparaître comme un poids. Alors qu'elle tentait d'imposer une nouvelle vision de la pop française, plus sombre, plus conceptuelle, nourrie de références littéraires et cinématographiques, elle devait sans cesse affronter l'héritage des grandes dames de la variété, et notamment celui de France Gall. Les médias, encore une fois, ne se privaient pas d'opposer les 2, la tradition contre la modernité, la clarté contre l'ombre, l'héritière de Piaf contre la prêtresse gothique.
France Gall incarnait une musique familiale, rassembleuse, qui parlait à toutes les générations. Ses chansons respiraient la vie, l'espoir, l'engagement parfois, mais toujours avec une apparente légèreté. Farmer, au contraire, chantait la douleur, le sexe, la mort, et construisait des univers visuels où se mêlaient provocation et esthétique sombre. Il n'y avait pas de dialogue possible entre ces deux mondes. L'un cherchait la lumière, l'autre s'abreuvait d'ombre. Certains proches de Farmer racontaient que celle-ci ressentait une certaine frustration face au culte voué à France Gall, car Gall avait obtenu ce que Farmer n'aurait jamais vraiment, l'affection unanime d'un pays entier. Là où Farmer divisait, adulé par ses fans, rejeté par d'autres, Gall rassemblait, devenait une référence consensuelle. C'est sans doute cette différence fondamentale qui nourrissait l'antipathie. Farmer ne supportait pas l'idée d'un art trop facile, trop accepté, trop aimable. Il y avait aussi une dimension générationnelle. France Gall, dans les années 80, était déjà une artiste installée, épouse et partenaire de Michel Berger, symbole d'une époque dorée de la variété. Farmer, elle, arrivait avec ses scandales, ses vidéos sulfureuses, ses provocations. Dans cette confrontation, Gall représentait le passé rassurant, Farmer le futur inquiétant. Et ce choc entre deux époques se traduisait souvent par des oppositions symboliques. Alors, lorsque Mylène Farmer admit à 62 ans que France Gall faisait partie des 6 artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, cela résonna comme une libération. Derrière la formule, il y avait le rejet d'un héritage pesant, celui d'une chanson française trop sage, trop consensuelle. Pour Farmer, France Gall symbolisait tout ce qu'elle avait combattu pour exister. L'unanimité, la facilité, le classicisme. Et ce rejet, loin de diminuer la légende Gall, confirmait surtout la radicalité de Farmer. Au terme de cette révélation, une évidence s'impose. Mylène Farmer n'a jamais été une artiste comme les autres. Là où tant de chanteuses ont cherché à séduire par le consensus, elle a toujours préféré déranger, diviser, provoquer. En avouant à 62 ans les 6 noms qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, elle n'a pas seulement levé le voile sur quelques rancunes personnelles. Elle a surtout confirmé ce que ses fans savaient depuis longtemps. Son art s'est construit en opposition, dans la douleur et dans la différence. Car ces 6 artistes, Patricia Cass, Vanessa Paradis, Lara Fabian, Hélène Ségara, Zazie et France Gall, ne sont pas de simples rivales de carrière. Elles incarnent chacune un contre-modèle, une manière d'exister artistiquement à l'opposé de ce que Farmer représentait. Cass, la chaleur réaliste, Paradis, l'innocence pop, Fabian, la virtuosité vocale, Ségara, la douceur consensuelle, Zazie, l'ironie lucide, Gall, la clarté populaire. Face à elle, Farmer s'est imposé comme l'ombre, le trouble, l'excès et le mystère. Ce choc permanent explique sans doute pourquoi Mylène Farmer fascine encore, plus de 40 ans après ses débuts. Elle n'a jamais cherché à être aimée par tous. Elle a préféré bâtir une relation quasi mystique avec ses fans, en refusant l'évidence, en rejetant les chemins trop faciles. C'est cette radicalité qui fait d'elle non seulement une chanteuse, mais une légende. La confession tardive de ses antipathies n'enlève rien à son aura. Au contraire, elle l'humanise. Derrière l'icône inaccessible, il y a une femme qui, comme tout le monde, a ses irritations, ses jalousies, ses blessures. Et c'est peu être cela le secret de sa longévité. Avoir su transformer ses rejets en une force créatrice, ses silences en un cri que seule la musique pouvait exprimer. En définitive, ce que Mylène Farmer nous lègue n'est pas seulement une discographie jalonnée de tubes, ni des concerts titanesques. C'est une leçon. Pour rester une légende, il faut accepter d'être à contre-courant, de se dresser face aux autres, quitte à s'attirer leur inimitié. Et aujourd'hui, en avouant les noms de celles qu'elle n'a jamais pu supporter, elle ne signe pas une vengeance tardive. Elle écrit le dernier chapitre d'un mythe qui, lui, n'aura jamais de fin.